Bonsoir et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est malheureusement la même rengaine chaque fin de mois. La courbe du chômage poursuit désespérément son ascension. Et pour le mois de septembre, c'est même la plus forte hausse depuis 3 ans avec 46 900 chômeurs de plus en un mois. Le gouvernement avait prévenu, comparant la hausse du chômage à un navire lancé à pleine vitesse. Alors plus que jamais, le retour de la croissance est vital pour ne pas voir perdurer ce chômage de masse. Analyse notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud tout à l'heure. Matignon, ce n'est pas l'enfer, avait affirmé hier le Premier ministre. Peut-être a-t-il changé d'avis ce soir. Après une folle journée au cours de laquelle Jean-Marc Ayrault a commencé à la radio par anticiper un éventuel rejet de la loi sur le logement par le Conseil constitutionnel, provoquant une bronca à droite et la colère des sages. Le Premier ministre a dû ensuite admettre son empressement et faire face à un feu roulant de critiques. Au final, un dérapage et une loi qui a bien été annulée il y a tout juste 2 heures. Réaction de notre invité politique ce soir, c'est l'ancien président de l'Assemblée Bernard Accoyer. Et comme tous les mercredis soirs, notre club d'éditorialistes est à suivre. Le trafic SNCF sera perturbé dans toute la France demain et jusqu'à vendredi matin. Seulement 7 TGV sur 10 seront en circulation en raison d'un appel à la grève lancé par les syndicats. Les cheminots redoutent les conséquences sociales de la future réforme ferroviaire. Le gouvernement tente en vain de les rassurer. Voilà pour le programme. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Depuis quelque temps déjà, le gouvernement pressentait que sa loi sur le logement social, votée en urgence, allait être annulée par le Conseil constitutionnel. C'est le cas ce soir. Les sages l'ont censurée pour non-respect de la procédure parlementaire. Mais ce matin, ce n'était pas encore le cas. Et Jean-Marc Ayrault, en voulant anticiper cette décision, s'est attiré les foudres de l'opposition, des sages et, dit-on, du président de la République. On voit tout cela avec Tam Tranoui. C'est un nouveau cafouillage. Et cette fois, il ne vient pas d'un simple ministre, mais bien du premier d'entre eux. Ce matin, Jean-Marc Ayrault prend de vitesse les sages du Conseil constitutionnel. Il annonce l'annulation de la loi sur le logement social. Peu avant midi, les sages du Conseil réagissent. Non, ils n'ont pas encore statué. Selon l'agence France-Presse, l'un d'entre eux va même jusqu'à lâcher. C'est ridicule, il se prend les pieds dans le tapis. À droite, l'occasion est trop belle. On parle d'un gouvernement d'amateurs. C'est plus qu'un couac, c'est un camouflet. Pour le gouvernement, ça montre son amateurisme et surtout aussi dans cette maison, à la Haute Assemblée, où nous avons l'habitude de respecter les règles et les lois, eh bien, nous considérons aussi que le président du Sénat aurait pu faire remarquer cela à Monsieur le Premier ministre. Pour le patron de l'UMP, Jean-François Copé, Jean-Marc Ayrault gouverne la France n'importe comment. Face à la critique, le Premier ministre se justifie. Il dit respecter l'indépendance des juridictions. J'ai peut-être anticipé une décision du Conseil constitutionnel. Du côté de l'Élysée, selon le site leJDD.fr, François Hollande aurait tiré les oreilles de son Premier ministre. Ce n'est pas à toi de le dire, tu es Premier ministre. Le Conseil constitutionnel est une autorité indépendante. Aussitôt, la présidence française dément. Le Conseil constitutionnel était saisi d'un recours des parlementaires UMP et centristes sur la loi sur le logement. En cause, le non-respect de la procédure législative. Selon eux, le texte a été étudié à la va-vite. Ce soir, les sages ont finalement bien annulé la loi. Un nouveau texte devrait être présenté aux députés le 20 novembre. Et réponse ce soir du président du Sénat, Jean-Pierre Bel, demande au gouvernement de mieux respecter les contraintes du travail législatif et d'accorder au Parlement le temps nécessaire à l'examen des textes. Tout cela, en tous les cas, eh bien, c'est du pain béni pour les membres de l'opposition qui se sont jetés sur l'occasion pour dénoncer, selon eux, les couacs du gouvernement à l'Assemblée nationale. Ambiance houleuse cet après-midi autour d'un Premier ministre qui a dû reconnaître son empressement après une série de questions sur ce sujet. Au Sénat, le débat, vous allez le voir, a aussi gagné la séance. On va écouter quelques réactions. Je crois pouvoir le dire, sous la Ve République, c'est du jamais vu. Au moins, Jean-Marc Ayrault restera dans les mémoires comme le seul Premier ministre à avoir réussi à bafouer le Parlement et le Conseil constitutionnel dans la même matinée. La performance mérite d'être relevée. Je considère que les rappels au règlement que vous faites concernant ce qu'est l'interview du Premier ministre ce matin est quelque chose de soldé. Le Premier ministre, il y a eu une dépêche, un communiqué de Matignon.
en disant que ça avait été mal compris. Il a bien prononcé ses phrases. Voilà, ambiance électrique donc, vous venez de le voir au Sénat, où la courte majorité de gauche pourrait bien poser quelques tracas au gouvernement. Exemple, sur le projet de loi de finances à venir, les sénateurs socialistes auront besoin de tous leurs alliés, les Verts, les radicaux, mais aussi et surtout les communistes qui, vous allez le voir, affichent de plus en plus leur indépendance. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. La courte majorité au Sénat vacille à l'approche du vote sur le projet de loi de finances 2013. Avec seulement 6 voix d'avance pour la gauche, le PS aura besoin de tous ses alliés, radicaux, verts, mais aussi communistes. Pourtant, au moment de la présentation du projet de budget, en septembre dernier, Pierre Laurent affichait déjà son hostilité. Qu'on ne nous dise pas que ce budget épargne 9 salariés sur 10. Parce que d'une part, le gel du barème de l'impôt sur le revenu va toucher un très grand nombre de salariés, et pas seulement parmi les plus aisés. Le groupe communiste entretient le suspense jusqu'à mardi prochain pour savoir quelle position adopter. Chez les Verts qui n'ont pourtant pas voté le récent traité budgétaire européen, on appelle à plus d'unité. Il faut le dire, et je crois que c'est aussi valable pour nous, écologistes, il faut être capable aussi, au moment important, de faire des efforts de cohésion de la majorité. Chaque allié a ses exigences. Dernier exemple, avec le texte sur le logement, le gouvernement a dû se plier aux demandes des radicaux de gauche pour qu'il soit adopté. Une indépendance revendiquée par le groupe. Nous avons l'habitude de dire ce que nous pensons très clairement. Nous avons aussi l'habitude d'être loyaux par rapport à nos alliés. Mais nous n'avons pas à faire un marchandage quelconque avec le gouvernement ou avec tel ou tel autre groupe. Ce n'est pas notre tradition. Des tractations qui sont pourtant quotidiennes au Sénat entre le PS et ses alliés. Le risque étant que, lassé par cette courte majorité, le gouvernement finisse par ne compter que sur sa majorité absolue à l'Assemblée nationale pour faire adopter ces textes. Et invité politique du 22h ce soir, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale et député UMP, Bernard Accoyer. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Alors les sages ont tranché, c'est fait. Vous avez obtenu l'annulation de la loi sur le logement social pour vice de forme. Mais sur le fond, on ne peut pas croire ce soir que vous soyez satisfait de retarder une loi qui veut trouver des solutions pour le mal logement. Nous sommes surtout consternés de voir ce gouvernement qui multiplie les fautes, les erreurs, qui méprise la Constitution, et la décision du Conseil constitutionnel vient de sanctionner une méconnaissance totale des droits du Parlement, puisque la réforme de 2008 a prévu que désormais le texte qui serait examiné en séance plénière dans l'hémicycle serait le texte issu de la commission. C'est un pouvoir supplémentaire considérable pour les parlementaires, parce qu'ils peuvent réécrire le texte en commission, et après, si le gouvernement veut l'emporter dans l'hémicycle, il faut qu'il rame. Mais vous allez jusqu'à dire que le Parlement est bafoué. Est-ce que c'est pas une maladresse? Mais c'est pas une maladresse. Le Parlement n'est pas respecté. Ce droit est un droit essentiel et nouveau pour le Parlement. Et le gouvernement l'a méconnu, puisqu'ici, au Sénat, le texte est arrivé et il a été dans l'hémicycle, ce qu'on n'a quasiment jamais vu, c'est une première, directement sans passer en commission. C'est tout à fait stupéfiant de faire une telle faute, un tel manquement. Alors les mots sont forts, Parlement bafoué, méprisé, vraiment. Est-ce que c'est la première fois que le Parlement est bousculé? Est-ce qu'il n'a pas été sous Sarkozy, Fillon? Écoutez, je crois qu'il faut regarder ce qui s'est passé depuis le début de la domination du gouvernement Ayrault. Oui, mais juste un mot quand même. Il n'y a pas jamais eu de loi votée en urgence. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu bousculé le Parlement? Mais ce n'est pas une question d'urgence. Là, on saute, on zappe une étape. C'est comme si vous rentriez ici pour présenter le journal sans avoir regardé la presse. Bon, évidemment, ça ne va pas. On zappe cet épisode majeur qui est celui où les parlementaires peuvent réécrire le texte. Mais déjà, au mois de septembre, dans la session extraordinaire, un autre des droits nouveaux du Parlement est d'avoir au moins une séance de questions orales par semaine au gouvernement. Ouais. Eh bien, le gouvernement s'en est affranchi. Et le Conseil lui avait déjà rappelé... c'est de bonne guerre. Mais les socialistes rappellent aussi, il y a quelque temps, je suis obligée de parler du passé, la réforme des retraites qui avait été dénoncée par les socialistes à l'époque parce qu'étudiée à la vitesse éclair. On va écouter un extrait justement, c'était Jean-Marc Ayrault à l'époque, il était président du groupe socialiste et il se plaignait de vos manières. On l'écoute. Que devient notre démocratie lorsque la minorité au Parlement est ainsi sommée de se taire? Cette décision inqualifiable de Bernard Accoyer est au fond dans la ligne droite des dérives actuelles du pouvoir. Oui, malheureusement, aujourd'hui, notre République est abîmée
Souvenir, pas si éloigné. Permettez que je commente cet C'est fait épisode. pour ça. Nous avons réformé la procédure, le règlement à l'Assemblée nationale en 2009 pour renforcer le Parlement de telle façon que les manœuvres d'opposition, l'obstruction qui dévalorisait le Parlement, qui donnait le pouvoir à la rue par les manifestations de rue, cessent. Et nous l'avons réussi. C'était difficile. J'ai dû affronter physiquement une opposition outrancière qui elle-même, par la voix de M. Ayrault, lorsque M. Ayrault présidait le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, demandait, suppliait qu'on fasse cette réforme. Son comportement a été hypocrite à cette époque-là. Et d'ailleurs, j'observe que ce règlement qu'il nous promettait de changer dès qu'il serait majoritaire, il ne le change pas. Ce comportement, je le dénonce. Mais c'est le même comportement que la gauche a aujourd'hui au gouvernement. Ils ont nié la crise. Et maintenant, ils sont face à la crise. Ils ont nié les mesures qu'il fallait prendre pour la compétitivité. Ils sont là depuis 4 mois, vous n'allez pas tout leur mettre sur la tête en 4 mois. Ah non, mais je suis désolé, toutes les mesures qui ont été prises depuis la nomination du gouvernement Ayrault ont été à contresens, que ce soit pour la compétitivité, que ce soit pour le pouvoir d'achat, et on s'étonne aujourd'hui de l'explosion du chômage. Mais il y a une responsabilité. Lorsque l'on s'en prend aux chefs d'entreprise de la façon dont on s'en prend à ceux qui travaillent, en les imposant, en les dissuadant, en imaginant qu'autour de la France, il y aurait une bulle de verre et qu'on pourrait s'en prendre à tous ceux qui travaillent, à ceux qui investissent, eh bien, il y a des conséquences, elles sont là. On va parler de cet aspect économique dans un instant, puisque Jean-Luc Gombaud, notre chroniqueur, va nous rejoindre. Je voulais vous parler de demain, du duel à venir, Copé-Fillon. Il y a quelque temps, vous vous inquiétiez de la tournure que prenait cet affrontement. Est-ce que votre inquiétude est toujours aussi vive ce soir et à la veille de ce duel, de ce débat? J'aurais préféré qu'il n'y ait pas que 2 candidats, parce qu'un duel, nécessairement, il y a un vainqueur, il y a un vaincu. Bon, maintenant, les 2 hommes sont des hommes de grande qualité. Ils ont parlé ensemble pour préparer ce débat qui doit être un débat d'idées. Il n'y a pas de risque de dérapage, de passe d'armes projet demain, contre projet, qui ne doit en aucun cas devenir l'affrontement des candidats. Mais je leur fais confiance et je suis sûr qu'ils sauront. Alors c'est une discussion. À quoi ça sert pour trancher entre deux écoutez, projets, ça, 2 ils hommes? ont été inventés par vos confrères. Posez-leur la question. Oui, mais les politiques ont accepté d'y être aussi. Alors, le 18 novembre, il y aura donc un président de l'UMP. Est-ce que le rassemblement se fera naturellement? Je le souhaite de tout mon cœur et je ferai tout ce que je peux pour que l'UMP ne souffre pas de cette campagne, de ce choix malheureusement binaire. Il y aura certainement à être très vigilant à cette époque-là. Je serai disponible pour l'unité, comme je l'ai toujours été. C'est-à-dire que vous ferez probablement le premier pas vers l'autre camp. Ah, certainement, je ferai encore une fois tout ce qui sera en ma possibilité, en mon pouvoir, pour rapprocher tout le monde et tourner cette page. Alors aujourd'hui, François Fillon et Nicolas Sarkozy ont déjeuné ensemble. On va regarder ensemble les images. C'était dans un restaurant, les voici, parisien. On voit l'arrivée de l'ancien président Nicolas Sarkozy autour d'une nuée de journalistes. Voici François Fillon, que vous soutenez. Bernard Accoyer. Non, je n'ai pas à ce jour fait mon choix. Et je dois vous dire que justement demain, ce qui va se passer, cet échange, ce débat, va peser certainement de façon conséquente dans ma décision. Mais vous nous parlez d'une discussion, c'est que votre choix est déjà fait ce soir. Non, ça c'est vous qui le dites. Je vous assure que demain, je verrai quelles sont les propositions. C'est-à-dire que demain, vous allez découvrir les projets de ces 2 candidats? Je voudrais savoir jusqu'où l'un et l'autre sont prêts à aller pour que la famille de la droite et du centre reste unie, d'une part, qu'elle soit efficace, que nous proposions aux Français des solutions convaincantes, quelle est la différence entre ces 2 fondées sur hommes, de bonnes analyses et des réformes audacieuses? Mis à part 10 ans d'écart et 2 caractères différents, quelle autre différence voyez-vous qui pourrait vous faciliter votre choix? On va voir demain ce qu'ils vont nous proposer. Je pense que ce sera un moment très important. On vient de voir les images de François Fillon avec Nicolas Sarkozy. Il faut y voir un signe? Écoutez, j'ai remarqué que Nicolas Sarkozy, que j'ai rencontré il n'y a pas bien longtemps, prenait grand soin d'être neutre dans cette élection. Je le comprends, il a raison. Il reste dans une place tout à fait privilégiée. Il a dit qu'il n'avait pas envie de retourner. Mais la France peut connaître des circonstances, il peut y avoir des événements, des situations qui peuvent appeler ceux qui ont les capacités à gouverner le pays à se sacrifier s'il le faut et si les circonstances, encore une fois, le permettent et s'il le voulait à ce moment-là. Personne ne peut tirer
des plans sur la comète. Alors, notre page économique à présent, avec cette actualité, une aide et des contreparties. En échange de sa garantie de quelques 7 milliards d'euros apportés au constructeur PSA, le gouvernement attend un retour, comme par exemple le renoncement aux dividendes, mais aussi et surtout des contreparties sociales pour atténuer le plan de licenciement attendu. Une rencontre est prévue demain entre le ministre Arnaud Montebourg et le président du directoire de PSA, Philippe Varin. Un rendez-vous qui s'annonce déjà électrique. On voit tout cela avec Nathalie Guilloire. Jean-Marc Ayrault l'a annoncé ce matin, il ne fera pas de cadeau à PSA. Même si l'État accorde une aide à hauteur de 7 milliards à la filiale bancaire de PSA, le gouvernement réclame en retour des contreparties, comme le renoncement aux dividendes. Écoutez, la moindre des choses, quand il y a des difficultés et qu'on fait appel à l'État, c'est de ne pas verser de dividendes aux actionnaires. Philippe Varin, le président du directoire, a accepté cette proposition, le temps que durerait la garantie apportée par l'État à sa filiale bancaire. En revanche, pas question de revenir sur le plan social qui prévoit toujours 8000 licenciements dans toute la France et la fermeture du site d'Aulnay-sous-Bois. Un refus qui ne choque pas à l'UMP. Si on met le doigt dans des contreparties à caractère social, de maintien sur le site, de maintien du nombre d'emplois, etc., il faut les négocier autrement, mais pas sous forme d'un échange. Je te prête de l'argent ou je t'avance de l'argent et en même temps tu me garantis les emplois. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Dernière contrepartie réclamée par Jean-Marc Ayrault et acceptée par le groupe PSA, l'ouverture du conseil de surveillance à un représentant salarié et à un représentant de l'État. Jusque-là, ce conseil était uniquement composé de membres de la famille Peugeot, premier actionnaire du groupe et d'indépendants. Et l'actualité économique, c'est aussi ce soir bien sûr les chiffres du chômage. Pour le mois de septembre, c'est la plus forte hausse depuis 3 ans avec 46 900 chômeurs de plus en un mois. Le ministre du Travail avait prévenu en comparant la hausse du chômage à un navire lancé à pleine vitesse. Et j'accueille notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors c'est la vitesse grand V malheureusement pour cette hausse du chômage? Malheureusement bien entendu. Le mois dernier, nous commentions également les chiffres du chômage. On était à 1500 chômeurs de plus par jour ouvrables. Aujourd'hui, on a franchi le cap des 2000 chômeurs supplémentaires par jour ouvrables. Donc il y a incontestablement une accélération qui affecte surtout 3 catégories. Les jeunes d'abord, et c'est normal quelque part, enfin en tout cas c'est logique quelque part, puisque les jeunes sont embauchés surtout par des contrats à durée déterminée. Et donc dès qu'il y a un ralentissement de la conjoncture, ce qui est le cas actuellement, ce sont les premières victimes. Les seniors également sont particulièrement affectés. Le taux de chômage, le chômage des seniors et des jeunes augmente nettement plus que la moyenne. Tout simplement, il y a eu un prolongement de la vie active et puis il y a eu un abandon progressif des aménagements de fin de carrière, style pré-retraite, qui permettaient d'amortir de manière bien sûr superficielle, mais qui permettait d'amortir quand même la poussée du chômage. Et puis surtout, la durée du chômage s'allonge parce qu'évidemment la stagnation dure, se prolonge et il est de plus en plus difficile de renouer avec le marché de l'emploi. Les perspectives ne sont pas très heureuse, bien entendu. Vous savez que pour que le chômage diminue, il faut qu'il y ait un taux de croissance d'1,5%. Le gouvernement table sur 0,8, on y croit de moins en moins. Si on est à 0,05, on sera heureux. Ensuite, il y a le mouvement des plans sociaux. Il y a une mécanique un peu arithmétique qui est assez terrible, parce que les gens qui sont victimes de plans sociaux, ils ne vont pas directement au chômage, ils vont dans des stages, des formations, et le mouvement du chômage pour eux apparaîtra dans les 6 à 8 mois. Face à cela, le gouvernement retente encore une fois la politique, disons, d'aménagement social. Le gouvernement vient de rallonger de 40 000 le nombre de contrats aidés pour l'année 2012, qui va les porter à 400 000, les contrats de génération. Mais tout ça ressemble un peu à comme si on voulait calfeutrer, alors que les fissures sur le mur grandissent. Une seule bonne nouvelle quand même, les derniers chiffres d'embauche pour le 3e trimestre montrent qu'il y aurait une reprise de l'embauche, mais des perspectives d'embauche pour les entreprises, mais rien ne garantit le prolongement de cette tendance. Un regard chez nos voisins, Jean-Louis, en Europe et puis un peu plus loin aux États-Unis, ça repart un peu. Aux États-Unis, oui. Alors aux États-Unis, effectivement, aujourd'hui, il y a 2 mondes. Il y a le monde américain, le monde européen. Le monde américain, effectivement, 8% de taux de chômage qui ferait des envieux chez nous, quoiqu'il faut remarquer que le chômage un peu structurel aux États-Unis tourne autour de 3%. Vous avez remarqué que le chômage est au centre aussi de la campagne américaine, malgré les 8%, parce qu'il y a une explosion du chômage, même si effectivement leur 8%, quand on regarde l'Europe qui est à 11% de
taux de chômage, avec des taux de 25% en Grèce ou en Espagne, des taux de 15% au Portugal ou en Irlande, des taux de 10-11% en France et en Italie. Et puis il y a le cas allemand, qui effectivement est une exception, puisque les Allemands sont à 6% de taux de chômage, et tout montre que c'est comme s'il n'y avait pas eu la crise, puisque leur taux de chômage d'aujourd'hui, c'est le même que le début des années 2000. Alors à ça, il y a plusieurs explications. Il y a les explications, les fameuses réformes de Schröder, qui a beaucoup flexibilisé, qui a aussi fait une pression sur les bas salaires de façon à faciliter les embauches, et aussi la question démographique, le fait que effectivement il y a de moins en moins d'entrées de jeunes sur le marché du travail, ce qui permet d'alléger le niveau du chômage. Cela dit, si la croissance allemande continue à être mollassonne entre 0 et 1%, on ne voit pas comment elle pourrait éviter une augmentation du taux de chômage chez elle. Merci beaucoup Jean-Louis Gombault. Réaction de Bernard Accoyer. Sous votre gouvernement, avec votre gouvernement, vous avez connu aussi des mois et des mois de chômage qui s'installe à un chômage massif. C'est très compliqué d'inverser une courbe en peu de temps. On peut reconnaître qu'en 4 mois... C'est un travail de titan. Ce qui s'est surtout passé en 2008 et en 2009, et encore aujourd'hui, c'est le déclenchement d'une crise comme l'Europe et le monde n'en avaient pas connu depuis 80 ans. Et malgré cela, la France s'en est moins mal sortie que beaucoup de pays, grâce à tous ces amortisseurs, mais également grâce à des réactions du gouvernement pour sauver autant d'emplois dans l'industrie que cela a été possible. Or, que se passe-t-il depuis la nomination du gouvernement Ayrault? Il n'y a pas une mesure, pas une, favorable à l'entreprise. Il y a les emplois d'avenir. Une mesure, mais les emplois d'avenir, ce sont des charges et ça va aggraver le déficit. Ce sont quand même et donc des jeunes qui peuvent nous regarder et qui sont recrutés. Ce sont des gens qui existent. Mais pour résoudre le problème du chômage, il faut une économie dynamique qui ne soit pas écrasée par les charges les plus lourdes de l'économie européenne. Attendons alors les annonces sur la compétitivité. Mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, que fait le gouvernement ? Il s'en prend aux entreprises, il s'en prend aux investisseurs, il s'en prend à ceux qui tirent l'industrie, qui tirent l'économie, qui commercialisent à l'étranger en les fiscalisant de façon à ce qu'ils s'en aillent, des produits tels que les TGV, les avions, les centrales nucléaires. Mais il faut aussi ces gens-là dans une société, à vouloir couper toutes les têtes, à les écraser d'impôts, ils s'en vont. Couper les têtes, c'est à ce point-là ? Mais couper les têtes, je parle fiscalement. J'ai bien compris. Lorsque vous avez une fiscalité qui dissuade des jeunes dynamiques, qui sont des gens qui innovent, qui inventent, qui ont une capacité commerciale extraordinaire. Mais les PME ne sont pas du tout épargnées. Le choc fiscal que ce gouvernement impose à l'économie est majeur. Et il est dans la loi de finances, il est de plus de 10 milliards d'euros. Il y en a encore pour 3 milliards dans le PLFSS. Il y en avait eu déjà 7 milliards dans la loi de finances rectificative au mois de juillet. Ces mesures sont des mesures absolument suicidaires pour notre économie et particulièrement délétères pour le chômage. Et c'est une des raisons, je ne dis pas que c'est la seule, mais c'est une des raisons qui montre l'accélération du taux de chômage. La fin des heures supplémentaires, c'était une flexibilité. Mais tout est négatif, bien sûr que si. Vous disiez avant la crise. Mais il y a la crise, mais toutes les mesures qui ont été prises, aucune n'est positive. Alors Jean-Louis. Mais vous êtes d'accord que ça fait 17 mois sans discontinuer que le chômage augmente. Bien sûr, mais vous êtes d'accord qu'il connaît une accélération phénoménale depuis quelques mois parce que tous les signaux donnés aux investisseurs, aux chefs d'entreprise, à ceux qui développent, qui innovent, eh bien ils sont négatifs. Je voyais ce que l'on disait tout à l'heure à la direction de Peugeot. Bon écoutez, que reproche le gouvernement à PSA? Et on lui reproche d'avoir gardé trop d'usines en France. C'est quand même un petit peu fort. Alors que de l'autre côté, on a un ministre du redressement productif qui s'en prend à juste titre aux délocalisations. C'est n'importe quoi. Il y a une incapacité au gouvernement qui est affligeante entre le Premier ministre qui est frappé par le syndrome Cresson et les ministres qui organisent une cacophonie. Il n'y a plus aucune confiance possible pour personne. Merci et en particulier pour les investisseurs. Merci d'avoir été notre invité. Merci Jean-Louis Gombault pour votre analyse. La suite du 22h avec dans un instant notre club d'éditorialistes du mercredi soir vont nous rejoindre sur ce plateau Philippe Gouliot du Figaro, Marion Mourgue des Inrocks et le sondeur Éric Bonnet et notre dessinateur Hervé Baudry. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, regardez, c'est le tour de l'info de Mounir Soussi.
À la veille des vacances de la Toussaint, les syndicats de la SNCF déposent un préavis de grève. Le trafic sera perturbé à partir de demain et jusqu'à vendredi 18h. 7 TGV sur 10 circuleront sur les grandes lignes et 2 TER sur 3 en région. La raison de ce mouvement social, une réorganisation de la gouvernance de l'entreprise. À la fin du mois, le gouvernement doit rendre une décision sur la séparation ou la réunification entre la SNCF, qui exploite le réseau, et Réseau Ferré de France, qui gère les infrastructures. 5 ans de prison, dont 3 fermes pour l'ex-trader de la Société Générale. Le tribunal de Paris a confirmé en appel la condamnation de Jérôme Kerviel. Les dommages et intérêts qu'il doit verser s'élèvent à 4,9 milliards d'euros, équivalent au montant qu'il a fait perdre à la banque en 2008. Nous nous étions fixés pour objectif de défendre M. Kerviel contre une injustice absolument lamentable. Je constate que nous avons échoué. Nous allons continuer de soutenir M. Kerviel dans le combat qu'il mène. Jérôme Kerviel n'a pas été incarcéré à l'issue de l'audience. Il annonce qu'il se pourvoit en cassation. La scène de crime est identique. Une semaine après le meurtre de l'avocat Antoine Solacaro, un autre homme a été abattu dans une station-service près d'Ajaccio. Le profil de la victime tombée sous les balles est différent de celui de l'homme de Loire. Patrick Sorba était connu des services de police, condamné à plusieurs reprises pour des braquages. C'est le 16e meurtre sur l'île depuis le début de l'année. Il intervient seulement 3 jours après le lancement par le gouvernement d'un grand plan de lutte contre la criminalité. La commission d'enquête sur l'influence des sectes sur les pratiques médicales a débuté ses auditions aujourd'hui. Les sénateurs cherchent à mesurer l'ampleur du phénomène, car 20% des plaintes contre les pratiques sectaires concernent le secteur des soins. L'attention est particulièrement portée sur les médecines dites alternatives. Dans ces méthodes, dans ces milliers de thérapeutes, entre guillemets, souvent autoproclamés, se cachent de redoutables malfaiteurs et de malfaisants. Un rapport pour rien. Dans le Canard enchaîné, Pétillon s'invite dans le bureau de Louis Gallois qui planche sur la compétitivité. Après les réactions hostiles du gouvernement dès la publication d'extraits de son travail, l'ancien président d'Airbus se fait peu d'illusions sur l'avenir de sa copie. Et notre club d'éditorialistes ce soir avec nos invités, je vous les présente avec plaisir. Philippe Gouliot, bonsoir. Bonsoir Sonia. Rédacteur en chef et chef du service politique du Figaro, avec nous également, et je l'accueille pour la première fois. Bienvenue Marion Mourgue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique aux Inrocks. Éric Bonnet est également avec nous, bonsoir Éric. Bonsoir. Directeur des études BVA Opinion, et Hervé Baudry, caricaturiste chez Rue 89 et qui nous fait le plaisir d'être parmi nous tous les mercredis. Merci Hervé. Bonsoir Sonia. Et bienvenue à vous. Alors messieurs, madame, nous allons d'abord parler de la méthode Hollande-Hérault au centre des critiques. La droite se gausse du couac Hérault et aussi les derniers recadrages de différents ministres. C'est du pain béni pour l'opposition, Philippe Gouliot? Ah oui, là, alors vraiment, on peut dire que c'est du pain béni. C'est vrai que depuis quelque temps, on voyait que l'UMP dénonçait l'amateurisme, l'improvisation, mais là, il faut bien reconnaître que ce qui s'est passé aujourd'hui était quand même très surprenant avec cette déclaration ce matin du Premier ministre annonçant une décision qui n'était pas encore prise, puisque les sages du Palais Royal, les membres du Conseil constitutionnel se réunissaient dans l'après-midi, et c'est vrai que ça fait quand même très amateur. Mais Marion Mourgue, ce n'est pas nouveau les couacs pour les premiers mois d'une gouvernance. Pourquoi ceci entraîne tant de commentaires? C'est pas nouveau, mais là, non seulement il y a eu le couac de Hérault, mais en plus après, on a eu une communication de Matignon à l'AFP, puis ensuite un communiqué de Matignon, et ensuite une déclaration de Hérault à l'Assemblée nationale. Donc on a un couac qui entraîne 4 couacs dans la foulée. Et c'est là où c'est un peu nouveau, parce que d'habitude, quand il y a un petit cafouillage, généralement, voilà, ils essayaient assez rapidement, et ils le feuilletonnent eux-mêmes. Alors on se dit, c'est quand même assez, c'est un amateurisme, et tout le monde est stupéfait. Éric Bonnet, le Premier ministre, est-il atteint? Cela fait quand même des semaines qu'il est sous le feu roulant des critiques. Il a le cuir dur, Jean-Marc Ayrault, il le faut en tous les cas. C'est vrai que ce genre de couac ne peut que ternir un peu l'image du gouvernement, renforcer les critiques comme quoi il serait amateur, donc forcément ce n'est pas une bonne nouvelle pour Jean-Marc Ayrault et son gouvernement. Cela étant, c'est pas ça le problème fondamental de la popularité du gouvernement de Jean-Marc Ayrault et de François Hollande. Le vrai problème, c'est la montée du chômage beaucoup plus que ces couacs. Le
le fait que le chômage augmente, naturellement, rend les Français de plus en plus dubitatifs sur la capacité du gouvernement à améliorer leur situation, et c'est ça qui fondamentalement crée cette impopularité. Si le chômage baissait, le gouvernement serait certainement beaucoup plus populaire malgré ses couacs. Alors, on va parler de différents sondages ce soir. Je voulais d'abord vous faire réagir sur une étude de Pascal Perrineau et du Cevipof. C'était hier, c'était dans le Figaro, je crois, Philippe, et qui dit qu'en fait, il y a un décrochage qui est rapide, mais surtout un décrochage, entre guillemets, chez la France en bas. Les ouvriers, les employés qui auraient décroché, est-ce que ça veut dire que le gouvernement perd le peuple ? Oui, c'était déjà quelque chose qui était en débat au moment de la présidentielle, où on disait que certains socialistes avaient dit finalement il faut abandonner le peuple. Enfin, on sait bien que c'est un grand enjeu, le vote des classes populaires, avec en plus effectivement cette crise qui frappe tout le monde, et notamment les plus démunis, les plus pauvres, qui touche aussi les classes moyennes. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, et qui fait le lit du Front National. Donc, on peut penser qu'aujourd'hui, une élection partielle ou les élections municipales en 2014, si rien ne change, évidemment, s'il n'y a pas un redressement, on peut penser que le Front National sera très fort. Par le dessin d'Hervé, hommage quand même à James Bond. Oui, je vais aller le voir et demain. au 007, le coup est parti tout seul, oui. Il est parti très vite. Marion Mourgue, justement sur cette étude du Cevipof, la gauche quand même, pendant l'élection présidentielle, c'était 56 ou 57% de cette France-là qui avait voté pour François Hollande. Comment ça se fait que ce soit si rapide, ce désenfrontement ? Au premier tour, une partie avait quand même voté pour Marine Le Pen. Et pour Mélenchon. Et pour Mélenchon. Donc ça veut dire que cette partie-là a voté pour François Hollande au second tour, mais faute de ne plus avoir son premier choix. Et donc c'est ces premières catégories qui décrochent très rapidement, parce qu'il n'y a en plus pas de réforme symbolique, parce que les réformes qui sont faites sont très mal expliquées. Il n'y a pas cette pédagogie autour des premières mesures, et donc elle ne voit pas ce qui est fait. Mais comment vous expliquez ce manque de pédagogie, puisqu'il y a quand même des ministres qui sont expérimentés dans ce gouvernement, il y a des poids lourds, ce sont... Pas tant que ça finalement. Pas tant que ça, il y en a 5. Oui, c'est vrai que sur 30 et quelques... Il n'y a pas énormément de ministres expérimentés, puis parmi les ministres expérimentés, il y en a qu'on entend peu. Je pense par exemple à Marie Lebranchu, qui est très solide. Pierre Moscovici aussi. À Pierre Moscovici, qui est assez en retrait. Je pense à Jean-Yves Le Drian, qui est au ministère de la Défense, c'est-à-dire un poste où traditionnellement, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la grande muette, l'armée. Donc c'est un poste où on n'est pas en première ligne, dans l'expression médiatique en tout cas. Donc c'est vrai qu'il manque de quelques voix fortes, et les voix qu'on entend sont plutôt cacophoniques. Oui, et quand on les entend, justement, on a essayé de, non pas résumer tous les couacs, c'est pas l'objet ce soir, mais de montrer les derniers en tous les cas, puisqu'il y a eu évidemment Payon, il y a eu sur le cannabis, il y a eu Madame Lebranchu qui avait annoncé rapidement que la loi sur la réforme de la décentralisation était déjà prête. Voilà, Vincent Payon, on les voit également à l'instant. Et puis le couac d'aujourd'hui, Éric Bonnet, est-ce que ça va porter dans les sondages? Vous nous parlez du chômage. Est-ce que aussi ce manque de pédagogie, de communication peut avoir aussi un rôle dans les sondages? Ça n'aide pas à améliorer les choses. Mais je voudrais juste revenir sur quelque chose. Sur la baisse de popularité de François Hollande, elle est réelle. Il était à 60, il est à 44, il a perdu 15 points. C'est moins que Nicolas Sarkozy en 2007, mais c'est tout de même, ça reste quand même beaucoup plus que Nicolas Sarkozy ces 4 dernières années. Il était autour de 30, il est à 44. Ensuite, c'est moins que Nicolas Sarkozy en 2007 au même moment. Je le répète, essentiellement, il y avait aussi des couacs du temps de Sarkozy, et les vacances de Sarkozy sur un yacht, les vacances de Sarkozy avec George Bush, c'était pas forcément une très bonne idée. Il n'empêche que Sarkozy restait populaire parce qu'à l'époque, le chômage baissait. Et donc, à partir du moment où le chômage baisse, les Français ont confiance en la capacité de Sarkozy. D'abord, c'est la situation économique, Exactement. Évidemment, que subissent les Français. Oui, bien sûr. Philippe Gouliot, que pense, je reviens aussi à l'aspect un peu plus politique, François Hollande de son Premier ministre? On a appris qu'il aurait tensé justement Jean-Marc Ayrault après sa sortie sur la décision du Conseil constitutionnel. Pourtant, ces deux-là étaient bien partis. Ils avaient un petit peu le profil parfait du couple qui dure. Proximité idéologique, même trajectoire, d'élus de province, ils se connaissaient très bien. Peut-être trop bien. Oui. Moi, ce que je pense, mais depuis assez longtemps, c'est qu'il n'y a pas assez de complémentarité entre les deux. Ils viennent effectivement du même courant à l'intérieur du PS, ils ont le même profil, ce sont des élus locaux tous les deux, plutôt des modérés,
mais ni l'un ni l'autre n'a d'expérience gouvernementale et c'est ça qui manque. Et peut-être qu'effectivement, si François Hollande avait choisi Martine Aubry, ça aurait été plus rock'n'roll, mais peut-être que ça aurait été plus efficace. Alors, je pense que... Martine Aubry, rock'n'roll, ça. Oui, ça, j'aurais sans pas doute. imaginé les deux mots. Vous savez. Mais je pense qu'effectivement, François Hollande a recherché la confiance avec son Premier ministre, que c'est ce que beaucoup de présidents de la République recherchent aussi. On se souvient que Chirac avait cherché cette confiance avec son Premier ministre Alain Juppé, mais à l'époque, il y avait une différence disons, de génération. Oui, mais là, vous prenez des exemples de couples plutôt consensuels et complices, Chirac-Juppé, Mitterrand, mais il y avait une complémentarité au moins, disons, en âge. Parce que même là, ils se ressemblent trop. Hollande a choisi son double. Ils se ressemblent et il n'y a même plus de différence sur la ligne. Même Mauroy a porté quelque chose d'un peu différent en termes de ligne politique à Mitterrand, comme Raffarin par exemple à Chirac. Donc il y avait une complémentarité et là ils sont tellement consensuels que finalement Hérault affadit un peu Hollande. Si on veut être Puisque méchant. vous parlez de Mauroy, on va voir un extrait justement de Monsieur Mauroy qui parle justement de sa nomination par François Mitterrand au poste de Premier ministre. Il raconte comment ça s'est passé. Regardez. 8 jours après la déclaration de Rocard, je veux être candidat. François Mitterrand, dans un restaurant d'ailleurs, près du Trocadéro, me dit, comme ça, mais il est toujours comme ça. On commence à parler un peu de tout, etc. Puis à un moment donné, hop, il aborde des problèmes sérieux. Et il me dit, j'ai envie de faire un ticket avec vous. Je fais compris tout de suite. Bon, couple plutôt consensuel quand même, Mitterrand-Mauroy. Il y a des couples plus conflictuels. On pense à Giscard-Chaban-Delmas, à Giscard-Chirac, à Mitterrand-Rocard. C'est comme ça que ça marche? C'est quand il y a de l'électricité? Oui, enfin, il ne faut pas qu'il y en ait trop, absolument. Comme le dit Marion, il ne faut pas quand même que ce soit explosif en permanence, mais c'est vrai que parfois, ça fait avancer les choses, oui, bien sûr. Et ça donne ce qu'a croqué Hervé, qui est très cinéma, Hollandix et Érotix. Oh, c'est pas mal, le grand fossé. Éric Bonnet, peut-être une dernière livraison de sondage, je crois, sur le couple exécutif que vous avez ce soir. Oui, aujourd'hui, François Hollande en est à 44% de popularité. Donc, je vous disais, c'est une forte baisse par rapport à son arrivée au pouvoir, même si ça reste quand même plus élevé que Nicolas Sarkozy ces derniers mois. Et M. Hérault en est à 46%. Ce qui est assez honnête quand même, c'est un score. Oui, bien sûr, voilà. C'est vrai qu'il y a un décalage entre les scores en eux-mêmes, qui sont en baisse certes, et les commentaires. À force d'écouter les commentaires, on a l'impression que la situation est encore plus catastrophique qu'elle l'est tout de même. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'à gauche, on voit bien que certains préparent leur valise pour Matignon. Il y en a pas mal qui se disent, après tout, s'il faut changer de Premier ministre, eh bien moi je... Mais combien s'était préparé déjà sous la présidence Sarkozy avec François Fillon? Il y en avait aussi beaucoup. Oh là là, ils ont attendu pour 5 ans et ils ne l'ont pas eu. Donc ça peut toujours durer, ce genre d'attente. La difficulté aussi qu'on voit, je trouve que c'est comme le Parti socialiste et dans son congrès, il joue pas ce rôle de pédagogie qu'il devrait avoir, alors que l'UMP, on va le voir, est vraiment en pleine guérilla et toujours sur le devant de la scène. Et donc là, le PS qui devrait accompagner les réformes, faire des campagnes d'affichage, être très présent médiatiquement, est complètement amorphe. Et là, on sent que le gouvernement devrait avoir cette... Si Jean-Marc Ayrault nous regarde, surtout qu'il ne suive pas le conseil d'Hervé Vaudrec, surtout pas. Tu me regardes, Jean-Marc. Alors, le duel à présent, à venir, demain, entre François Fillon et Jean-François Copé. Comment d'abord, selon vous, parce que vous avez sûrement des informations, il prépare ce débat, Philippe Bouliot? Bernard Accoyer nous a dit tout à l'heure que ce sera une discussion, qu'ils se sont vus. C'est vraiment aussi sympathique? Alors, je pense qu'il prépare le débat pour que ce ne soit pas un débat, précisément. Effectivement, éviter le face-à-face à tout prix. Parce que il ne faut pas non plus donner l'impression que ça sera une foire d'empoigne entre les deux. Alors il y a un risque dans tout ça, évidemment, c'est que ce soit finalement assez ennuyeux. Nous, les journalistes, on préférerait que ce soit solide et musclé. Le risque, c'est que finalement l'audimat soit très faible s'ils ne disent rien ou s'ils passent leur temps à taper sur la gauche et sur Jean-Marc Ayrault. Mais effectivement, ils ne peuvent pas aller trop loin dans l'invective entre eux. Ils vont essayer de contourner l'obstacle, ils vont essayer de ne pas se parler. J'espère quand même que les journalistes des Paroles et des Actes vont les pousser dans leur dernier retranchement et qu'à la fin de l'émission, au moins quand ils seront tous les deux sur le même plateau, il y aura une explication. Quel est l'enjeu finalement de cette rencontre, Marion Mourgue?
Pour les deux parce qu'ils ont accepté cette rencontre, donc c'est qu'il devait y avoir des enjeux. Enfin, on a l'impression qu'ils y vont à reculons. Hein. Et c'est savoir aussi s'ils vont parler de l'UMP, puisque normalement c'est quand même un débat sur l'UMP, ou s'ils vont finalement parler de la politique économique, et si on ne va pas tomber dans un débat trop technique. Et comme on ne sait pas qui va voter, finalement, quelle est la participation, on a du mal à savoir ce que ça va être à l'avance, ce débat, cette élection. Donc, on est tous un peu circonspects quand même sur ce débat. Je vous vois très circonspect. Justement, Éric Bonnet, on a beaucoup parlé des sondages, mais on parle de sondages, pas de militants, de sympathisants. Et là, François Fillon l'emporte haut la main. Est-ce qu'il peut vraiment y avoir des surprises? Parce que l'écart, il est assez conséquent pour le moment. Voilà, effectivement, aujourd'hui, il est conséquent parmi les sympathisants, comme vous dites. C'est 66% pour François Fillon, 35% pour Jean-François Copé. Donc l'écart est très important. Effectivement, il peut être plus serré au final pour deux raisons. Premièrement, vous l'avez dit, on interroge l'ensemble des sympathisants UMP alors que voteront uniquement les militants, ceux qui ont leur carte. Donc on peut éventuellement imaginer que les militants pensent peut-être un peu différemment que les sympathisants, peut-être sont-ils plus à droite, plus copéistes. Et puis deuxièmement, il faut savoir que dans une élection, plus les candidats sont proches politiquement, plus ils se ressemblent, et là ils se ressemblent forcément parce qu'ils sont du même parti, plus il est facile pour les électeurs de changer d'avis et de passer d'un candidat à l'autre. Donc les évolutions peuvent être plus fortes. Néanmoins, est-ce qu'au final Jean-François Copé peut quand même l'emporter? Ça paraît quand même difficile. Ça voudrait dire soit que les militants pensent vraiment extrêmement différemment que les sympathisants, il y aurait vraiment un décalage terrible entre les militants et les sympathisants, soit que semble dire d'ailleurs Jean-François Copé, qui a vraiment... il faudrait qu'il soit vraiment très important. Ce serait un problème, même à la limite, pour l'UMP s'il était à ce point grand. Ou alors ça voudrait dire que les militants changent d'avis dans les prochaines semaines, mais alors de manière très très nombreux, et tous dans le même sens, ce qui voudrait dire qu'il y a vraiment un accident de campagne très fort pour François Fillon. Et dans l'esprit d'Hervé, Jean-François Copé, il y va, il va lui mettre des pains au chocolat. Autre actualité aujourd'hui, c'est un déjeuner. Nous avons vu quelques images, peut-être qu'on peut les revoir, de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Alors justement, c'est la bonne question que pose Hervé. Philippe Gouliot, est-ce qu'il a déjeuné avec son coach? Est-ce que Nicolas Sarkozy a pu donner des conseils à François Fillon? Et donc, est-ce qu'il faut y voir un signe politique? Alors selon moi, c'est un signe d'équilibre. C'est une volonté de rééquilibrer les choses parce qu'on sait que il y a quelque temps, Nicolas Sarkozy a décoré le principal collaborateur de Jean-François Copé et que ça avait été très mal vécu, bien sûr, par les fillonistes. Copé était présent en plus. Copé était présent avec sa femme et avec tout son staff pour la décoration de Jérôme Lavrieux. Et les fillonistes étaient vraiment très mécontents de ça. Alors Nicolas Sarkozy a téléphoné à Fillon en lui disant « Mais François, ne t'inquiète pas, je n'ai pas pris position », et ils ont décidé qu'ils allaient déjeuner ensemble, et c'est François Fillon qui a invité Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Donc c'est le coach qui invite un déjeuner très médiatique. Un déjeuner très médiatique, bien entendu. Oui, parce que quand on déjeune dans un restaurant, c'est qu'on sait que les journalistes... Surtout dans un restaurant du 7e arrondissement. Oui. L'adresse avait été bien Juste une question, parce que sur le fond, pour le duel et le débat demain, est-ce que quand même il y aura des propositions? Parce qu'on a entendu Bernard Accoyer qui était très sévère quand même sur la politique économique du gouvernement, mais est-ce que la droite joue véritablement son rôle d'opposition? Est-ce qu'il y aura des propositions concrètes sur la table? En principe, c'est le lieu demain. Ils doivent révéler leurs lignes, leurs propositions, puisqu'il devait y avoir plusieurs débats, mais comme ils ne sont plus que deux candidats, il y aura un seul débat. Donc si ça n'a pas lieu demain... Donc ça peut être projet contre projet, Éric. La difficulté, c'est que quand on annonce une proposition, forcément on est tenté de dire mais pourquoi vous ne l'avez pas fait pendant 5 ans? Et ça peut apparaître comme une critique de François Fillon, mais aussi de Nicolas Sarkozy. Alors justement, aucun des deux ne veut apparaître critique à l'égard de Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est un effet de... Alors, je vous propose de terminer par la revue de presse de nos hebdomadaires, de vos hebdomadaires à paraître demain. On commence avec Le Point et cette une, la France des enfants gâtés. Eh bien, selon l'hebdomadaire, il y aurait une France assommée par les impôts et les sacrifices qu'on lui demande de faire. Et puis une autre France, c'est celle des épargnés. Alors, qui sont-ils, selon vous? Eh bien, ce sont ce qu'on appelle les comités Théodule, Philippe Gouliot. Les fameux comités Théodule, dont tout le monde rêve de faire partie, sauf ceux qui n'ont pas envie de s'ennuyer. Exactement. Et si vous voulez les découvrir, c'est à lire donc dans Le Point. Le Nouvel Observateur à présent qui met en avant les vrais et faux dangers des psychotropes, antidépresseurs, somnifères, tranquillisants, trop prescrites et parfois à mauvais escient. Ces pilules du bonheur sont devenues un problème de santé publique. Également à lire dans Le Nouvel Observateur un article sur la course de lenteur de François Hollande. Et à présent, l'Express qui titre avec ce refrain:
New York, New York, un dossier spécial sur la ville électrique et éclectique. Et puis Les Un Rock, Marion Moore, qui titre sur l'illusion Obama à moins de 14 jours du scrutin. Vous saurez tout sur les enjeux aux États-Unis de cette élection. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci Hervé. On voit votre dernier dessin à l'ocopée. C'est Sarkozy en fait qui va regarder, qui va suivre le débat demain avec 2 téléphones. Il est fort. Merci à vous, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, votre émission Déshabillons-les autour d'une campagne justement à l'américaine. Je vous souhaite une belle soirée. À demain, avec plaisir. I recognize that times have changed since I first spoke to this convention. Times have changed, and so have I. I'm no longer just a candidate. I'm the president. Contrairement à 2008, il n'est plus seulement le candidat. Est-ce pour ça que Barack Obama semble avoir plus de mal à trouver son ton, son style, face à un Mitt Romney finalement pas si mauvais, communiquant que ça? A-t-il fait les bons choix en renonçant à défendre son bilan dans un contexte de crise? Et quels sont les ressorts dont les deux candidats peuvent encore jouer dans cette campagne? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, Barack, le démocrate, et Mitt, le républicain. Avec nous, 4 invités. Thomas Negaroff, historien, spécialiste des États-Unis et auteur de ce livre, L'Amérique dans la peau, aux éditions Armand Collin. Philippe Lenchener, communicant de l'agence McCann, et non McCain, je précise. Vous connaissez bien les États-Unis et on compte sur vous pour nous dire ce que vous pensez de la stratégie du pancake et de celle du panier cadeau. Vous verrez dans quelques instants. Bruce Crumley, journaliste américain et correspondant à Paris du Time Magazine. Sylvie Laurent, politologue et spécialiste des États-Unis, nous rejoindra dans quelques instants. Mais tout de suite, on commence avec vous. Denis Bertrand, par un petit commentaire sur quelques images, parce que les campagnes, ce sont bien sûr des débats de fond, des questions économiques, mais aussi des petits détails, des attitudes qui contribuent souvent à forger l'image des candidats. Et sur ce point, on s'est rendu compte que Barack Obama avait quand même beaucoup changé. Un petit rappel, en 2008, il avait su marier harmonieusement le sérieux et puis aussi la décontraction. Alors, une petite image du Barack 2008, un petit pas de danse sur un plateau télé. Voilà, ça c'était avant le jeune et dynamique candidat démocrate qui faisait rêver les États-Unis avec son slogan notamment Yes We Can. Aujourd'hui, Barack Obama semble plus figé, plus crispé dans cette campagne. Fini les pas de danse, même s'il continue à aller dans les talk-shows avec sa femme Michelle et même s'il fait parfois encore des petites blagues. Un extrait. You brought your own lunch? Before we get started, Barbara has visited the White House often. Yes. And every time she goes, she says that she pilfers something. Right. So we decided that for her birthday, rather than her having to steal napkins, we would go ahead and just bring the stuff to her. So we've got... I'm very embarrassed. Who told you? In addition to the paper napkins, which is what usually she takes, we've actually brought some cloth napkins as well. We've got White House M&Ms. Got a deck of Marine One playing cards. Some White House beer.
Voilà, le diable est dans les détails. Juste une petite réaction sur cette intervention de Barack Obama. C'est amusant parce qu'en fait, il fait un cadeau à l'animatrice, mais en même temps en expliquant que c'est parce qu'elle vole les serviettes en papier de la Maison Blanche, donc il la tacle quand même assez... je sais pas, caustiquement, on va dire, Denis Bertrand. Que pensez-vous de cette manière là de faire des cadeaux en taclant l'animatrice? Après, on verra si c'est le genre de Barack Obama. Moi, je suis sensible à l'effet comique, d'abord. L'effet comique qui repose même sur... si c'est au détriment d'une animatrice. Oui, c'est ça. Mais au sein de l'effet comique, il y a la moquerie. Il y a donc la dérision de l'autre. Mais l'effet comique repose sur le circuit du cadeau, depuis le lieu le plus élevé du pouvoir, l'Olympe, pourrait-on dire. Oui, la Maison Blanche. La Maison Blanche et le caractère dérisoire des objets qui sont en circulation. Donc il y a, mais en même temps, il y a une petite théorie, je trouve, qui est intéressante à l'intérieur de ça, une théorie du don. Et là, au premier vote d'acquisition, les petits vols, les petites rapines des serviettes de la Maison Blanche, il oppose en grand seigneur le cadeau. Et il y a une sorte de leçon sur cet objet anthropologique qui est la circulation des objets de valeur. Alors ça, et là, je crois que c'est quelque chose, en effet, de très, très intéressant. Parce que nous, on a réagi en voyant ça, parce qu'on s'est dit que c'était assez à l'image de Barack Obama, qui nous a quand même semblé être un spécialiste de l'humour vache. On se souvient que lorsqu'il félicite Nicolas Sarkozy pour la naissance de sa fille Julia, il espère qu'elle va ressembler à sa mère et pas à son père. Enfin, qui a quand même comme ça quelque chose d'assez récurrent dans sa manière d'envoyer des petits tacles. Alors, il y a deux... On va faire réagir d'abord l'américain, peut-être. Comment ça passe, ça, aux États-Unis? Et est-ce que ça vous paraît être un élément de son style? S'il est bien choisi, les vannes passent bien. C'est une forme d'humeur, de jouer presque avec son partenaire. Mais là, ce que je trouve, c'est ce qui est intéressant de cette affaire-là, c'est qu'on a l'impression de voir une comique qui prépare le chute, qui est une longue histoire, qui crée le blague, si on veut, et le shoot est très très long à venir et c'est pas très drôle. C'est quoi la chute? C'est qu'elle voulait piquer les serviettes. Ah oui, voilà, qu'elle voulait piquer les serviettes. Donc je vais empêcher qu'elle pique mes trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est long à venir. Moi, je trouvais assez très très long, mais c'est à l'opposé en 2008, quand on voit le mec, il arrive, il ne prononce pas un mot, mais il commence à bouger et tout le monde a compris. Ah, c'est un jeune homme, c'est peut-être le premier homme noir à la Maison Blanche. Toutes les images, tous les messages passent tout de suite. Oui, c'est effectivement, je crois que ce qui est frappant entre les deux images, c'est la perte de spontanéité de Barack Obama, parce que là c'est forcément prévu, il y a des gens qui ont pris le panier, qui ont mis des trucs dedans, c'est pas lui qui l'a fait, on lui a écrit sa vanne. Effectivement, quand il danse, on dit tiens, c'est lui qui danse, il n'y a pas à discuter. Et c'est intéressant, je trouve, cette perte de spontanéité, parce que c'est ce qu'on lui reproche souvent. Sur son mode d'humour, effectivement, c'est un peu joué contre lui. Je me souviens en 2008, quand il avait fait cette vanne pas très heureuse sur le bowling, quand il jouait mal, il dit je joue aussi mal que je pourrais faire les Paralympiques. Oui, scandale absolu. Non, mais il a un côté comme ça de distance, voilà. Même si l'humour est toujours un attendu essentiel pour être président des États-Unis. Ouais, voilà. Mais l'humour au détriment de qui? Un petit mot du communicant là-dessus, sur cet humour? Oui, comment dire, c'est technique tout ça, et c'est là où moi j'ai du mal à... Je crois que cet homme d'abord est moins cool qu'on le pense, n'a jamais été spontané de sa vie. Même quand il dansait en 2008. Mais non, parce que quand il danse, je vais vous expliquer. Aux États-Unis, on vous explique que toute représentation, quelle qu'elle soit, et même toute présentation dans un cadre de business, doit débuter par ce qu'on appelle une opening joke. C'est-à-dire que vous devez au départ, et c'est faire preuve d'un professionnalisme, faire une opening joke qui est censée attirer votre auditoire. Voilà. Et c'est pour ça que j'étais très très sensible au point que vous avez soulevé sur la chute, parce que la chute n'est pas dans le débat. La chute n'est pas prévue. Ce qui est prévu, c'est l'opening joke. Maintenant, d'un point de vue de stratégie de communication, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que toutes ces émissions ont à chaque fois comme cadre un public féminin très fort. Et ce sont des émissions destinées principalement aux femmes. Et donc là où il est fort, c'est qu'il sait que c'est 53% du corps électoral américain. Il sait que, et si vous regardez là en ce moment tous les artistes qui sont appelés à la rescousse, Nathalie Portman, Scarlett Johansson, Beyoncé, Alicia Keys, des femmes, et lui, face à lui, il a Mitt Romney bien sûr, mais Ryan. Et Ryan, anti-avortement, anti-contraception, etc. Donc le cadre stratégique qui est celui-là, c'est les femmes. C'est les femmes. Et c'est en cela que le mouvement est brillantissime.
Alors justement, c'est les femmes, et il fait aussi jouer d'ailleurs, comme Mitt Romney, sa femme. Donc dans cette émission, on a vu l'opening joke. Après, la suite était assez sérieuse, faut bien dire. On parlait de politique étrangère, on parlait de beaucoup de choses. Puis il y a eu quand même les quelques questions personnelles, les fameuses questions personnelles qui permettent d'incarner le candidat. Je vous propose d'en regarder un extrait avec Barack Obama, qui n'avait pas l'air d'avoir très envie de répondre, et sa femme non plus d'ailleurs. Now, First Lady, you go to bed at 10 o'clock in the evening. Your husband comes to bed at 1 in the morning, but you have a ritual where he tucks you in at night? Absolutely. What is that? What happens? What happens? I'm telling you that. I'm thinking this might work for mine. I'm not telling you that. No, that's extra time we get with each other too, because we do a lot of tucking. So the girls are always, I'm ready to be tucked, I'm ready to be tucked. So he's got to come and tuck Sasha in, and Malia's away from tucking because she's usually the last one up doing homework. She's turning into a night owl like me. Voilà, ils répondent, mais enfin on a l'impression quand même qu'ils restent sur la réserve, ils n'ont pas si envie de répondre que ça. Une attitude qui contraste avec celle du couple Romney, invité lui aussi dans des talk shows. Et vous allez voir, l'ambiance était radicalement différente, même si ce n'était pas tout à fait la même émission, je précise. First question, what is your guilty pleasure? Oh, donuts for me. Peanut butter sandwiches and chocolate milk. Ah. This is for you. Does Mitt snore? On rare occasions. Rare occasions. Who hogs the blankets? Oh, I think No that question would be about me. that. That's Ann. And she All takes women. a lot more blankets than I do. I mean, she has piled up on top of her. Cold. They're very cold. We're yeah, dainty yeah, women. yeah. All right. And what does Mitt wear to bed? Really? I didn't Really? write the question, man. I promise, I didn't write the question. Yes, he did. I think the best answer is as little as possible. That's a good answer. Voilà, elle est frileuse, mais il fait très chaud visiblement chez les Romney. C'est frappant quand même ce contraste de style entre le style du couple Obama, puis on voit ils se tiennent la main très sagement, et puis le couple Romney qui pourtant mise d'habitude beaucoup, on penserait jouer beaucoup plus sur les valeurs de la famille, etc. Et puis qui paraît comme un couple de jeunes étudiants. Alors on va vous faire, oui, un petit mot, vous dites. Parce qu'il n'y a pas de stratégie il y a chez pas de Romney. stratégie. Voilà. C'est-à-dire que chez Obama, il y a quelque chose, chez les Obama, parce que là il faut dire les Obama, il y a quelque chose de stratégique très lourd, qui est que vous avez une femme qui auparavant avant l'élection, gagnait plus d'argent que lui, était plus successful, mais après une décision. La stratégie, c'est je me mets au service de ton ambition. Et donc, il y a du coup ensuite un couple où, on voit dans les réponses, elle est au service de leur couple, de leur famille et de leur ambition. Et ce qui est très différent de la discussion Romney et sa femme, qui est très du tac au tac, avec des réponses d'ailleurs qui peuvent être drôles, moins drôles, chacun jugera en fonction de ce qu'elle aime ou pas, mais on voit une stratégie de couple dans un cas, très efficace. Et dans l'autre cas, un couple. D'accord, d'accord. Donc la question, donc vous voyez pas de stratégie chez les Romney, ni stratégie de couple, ni stratégie de com. Alors on va voir, Denis Bertrand, qu'est-ce que vous pensez de l'image qui renvoie, puis on va vous faire réagir. Je trouve qu'il y a un effet Qui vous paraît le plus sympa, même si on ne vote pas aux États-Unis. Je suppose qu'il y a stratégie des deux côtés, mais ce qui est clair, c'est qu'elles sont très différentes et que la stratégie Obama est très sérieuse. Je veux dire, au fond, c'est comme s'il y avait un message à donner à travers ce fameux coucher du roi. Parce que dans les deux cas, c'est la même scène, c'est le coucher du roi. Exactement. Comment on dort. Mais comment on dort. D'où un effet de spontanéité, je trouve, beaucoup plus grand dans la construction des rôles, dans la stratégie chez les Romney. Au risque d'un vide. Au risque d'un certain vide, de quelque chose. Quoique la réponse sur les vêtements de nuit, si j'ai bien compris, elle est très subtile. Quand il dit la plus brève possible, on ne sait pas si c'est la brièveté de la réponse ou la brièveté du vêtement qui est en jeu. Oui, il y a quand même un mot d'esprit de Romney qui D'accord, donc bon point, vous dites, dis-moi sur cet aspect-là, plutôt bon point, plus spontané, etc. Pour les Romney. Un petit mot, alors comment le public américain reçoit tout ça, selon vous, et que pensez-vous de ces deux stratégies? Le public, je ne peux pas vous parler n'êtes pas à l'emblème du public américain, pour, bien sûr. Pour moi, quand j'ai regardé les deux clips, pour moi, j'avais l'impression que le couple Obama était plus sincère. Il y avait deux personnes qui parlaient de leur famille, qui ne va pas révéler les secrets, parce que comme vous et moi, on ne ferait pas dans un étranger, mais qui parlent de leur fille, le fait qu'ils font des différents trucs. Et avec les Romney, je trouvais ça un peu plus
Bon, c'était pas formaté, c'est pas parlé d'avance parce qu'ils ne connaissaient pas les questions, mais j'avais l'impression que c'était plus répété un petit peu. Enfin, il y a quand même, je crois, deux stratégies très différentes. Déjà, il y a un couple qui est présidentiel. Donc il y a une stature présidentielle à tenir. Ils ne vont pas commencer à rigoler sur les couvertures, c'est toute la etc. question entre le Obama d'hier et le Obama d'aujourd'hui. Il ne peut plus être dans le même registre. Et voilà. inversement, la stratégie des Romney, c'est d'apparaître comme un couple normal. Alors que la stratégie des démocrates, c'est précisément de montrer qu'ils ne sont pas normaux, qu'ils sont richissimes, qu'ils ont un ascenseur pour mettre les voitures chez eux dans le parking. Enfin, de montrer qu'ils, les Romney, voilà, c'est ça. L'enjeu, c'est les Romney sont-ils normaux ou pas? Et donc là, c'est un couple normal où on rigole, on ronfle, etc. Donc je crois qu'il y a une vraie stratégie de normalité. Chez Obama, on est passé à autre chose. Tout le monde sait qu'ils s'aiment, donc on approfondit un peu ça. Mais il y a une stature présidentielle. Toute la campagne, jusqu'à aujourd'hui, ça a été de dire « moi, je suis président, je ne suis pas candidat. Lui, il s'agite. Et moi, je suis au-dessus de ça. » Ça ne marche pas forcément, mais en tout cas, c'est la stratégie. On a vu depuis effectivement que ça ne marchait pas forcément, d'accord. Donc c'est la stratégie. Un dernier petit mot de Denis Bertrand. Oui, je pense que cette stratégie-là, elle s'exprime en effet par une distanciation beaucoup plus grande chez Obama, ils sont dans le récit, alors que les autres sont dans le théâtre, dans la scénette presque. Et donc ça produit un effet de distance et d'une certaine froideur même beaucoup plus importante chez Obama. Chez l'Obama, voilà, mais qui sont présidents, ils sont sur l'Olympe, vous parliez de l'Olympe tout à l'heure. Alors merci Denis Bertrand. Alors on va revenir un petit peu sur le style et la manière dont Mitt Romney essaye de se montrer homme normal. Alors il met beaucoup en avant sa femme, beaucoup en avant sa famille, notamment lors d'un reportage où il accueillait des caméras de télévision dans sa maison de vacances du New Hampshire. The Romney's summer home is a beautiful place set right on the shore of Lake Winnipesaukee. But the first thing we noticed was a sign next to the front door the boys gave their parents some years back. Bed and breakfast, Ann and Mitt Romney hosts. It's not quite hot enough, you see.